Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Charles-Marie Jotras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Daniel Féault, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier de luxe en France, et notamment à Paris. Alors, Charles-Marie Jotras, justement, ce marché de l'immobilier de luxe pour les biens au-delà de 4 millions d'euros est-il toujours dans les mains de la clientèle étrangère? Oui, bien sûr. Encore plus au-delà de 7 ou 8 millions d'euros qu'au-delà de 4. On a quand même des acheteurs français qui achètent à 4 millions, 5 millions, 6 millions, surtout en ce moment parce qu'il y a des bonnes affaires à faire. Mais c'est vrai que les étrangers, plus on monte en prix et plus la proportion d'étrangers acheteurs est importante. Et c'est vrai qu'au-delà de 8-10 millions d'euros, on n'a quasiment que des non-résidents fiscaux français. D'accord. Y a-t-il cette année 2013, une offensive, entre guillemets, des pays du Moyen-Orient? C'est vrai que pour beaucoup de personnes originaires du pourtour méditerranéen et notamment des pays dans lesquels on a évoqué un printemps arabe, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens ou proches de ces pays, puisqu'on a beaucoup de Libanais par exemple, qui achètent en France, en fait parce qu'ils sont inquiets de l'évolution de la situation en Syrie, pour parler clair, et que c'est vrai, pour eux, la France est une base de repli, puisqu'il y a une communauté libanaise importante, c'est un pays qu'ils connaissent bien, et voilà. Mais beaucoup vont à Londres aussi, on a eu des Égyptiens qui achètent aussi chez nous, des gens du Maghreb, c'est vrai que ces gens-là achètent à Paris. D'accord. Comment évoluent les prix dans l'immobilier de luxe et puis les transactions? Alors les prix tout d'abord. Alors les prix ont baissé depuis le début 2012. Ils ont baissé de façon assez sensible dans le marché du haut de gamme, beaucoup plus que dans le marché de la vente moyenne à Paris, puisque la vente moyenne à Paris, c'est 400 000 euros. Ce marché-là, et les notaires ont des statistiques assez précises, n'a baissé que de 2%, je crois, sur les 12 derniers mois. Sur le marché des biens supérieurs à 1 million d'euros, et encore plus au-delà de 2 millions d'euros, les prix ont baissé de façon plus sensible, 10% et dans certains cas, plus. Moins 10%? Oui, moins 10%. D'accord. Et les transactions? Les transactions, depuis maintenant 5 mois, depuis le mois de mai, sont reparties de façon tout à fait sensible, puisqu'on fait même en ce moment des mois assez exceptionnels. Par exemple, chez Féault, on vend 3 appartements par jour depuis maintenant plusieurs mois. Sur ce marché du très haut de gamme, non, le marché a retrouvé une fluidité tout à fait satisfaisante. Alors, vous pouvez nous donner justement quelques exemples de biens emblématiques dernièrement, de biens de luxe que vous auriez vendus? On a vendu ces dernières semaines, on a vendu plusieurs biens, notamment dans le Faubourg Saint-Germain. On a vendu des appartements, j'en ai un en tête qu'on a vendu autour de 6 millions d'euros. C'était de l'ordre de 15 ou 16 000 euros du mètre carré. Bon, un appartement assez magnifique, avec des belles hauteurs, vues sur des jardins, ce qui est toujours très très apprécié dans ce quartier. Pour ça, il faudrait que j'ai des images, mais on vend, je vous dis, 3 appartements par jour, et en général, ce sont toujours des beaux appartements. Comment situer Paris, la capitale, par rapport aux autres places fortes à l'étranger? Paris est une capitale internationale, Paris est une ville qui est recherchée par des gens qui viennent du monde entier. Paris se situe derrière Londres en termes d'acquéreurs étrangers de résidence, pour une raison simple, c'est que Londres est dans le monde occidental, et la capitale de l'immobilier résidentiel, puisque vous avez beaucoup de gens qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent de Russie et des anciens pays satellites de l'URSS, qui viennent prendre leur résidence fiscale à Londres pour des raisons fiscales et aussi pour des raisons de langue et d'éducation, puisque du monde entier, de tous ces pays émergents, les gens qui peuvent faire éduquer leurs enfants à l'étranger, c'est une de leurs principales préoccupations. Et
le système anglo-saxon, pour ça, ne serait-ce qu'aussi à cause de la langue. Bon. Et donc, Paris se situe derrière Londres. Mais Paris tient bien sa place. On a mis en vente, donner un exemple, j'en ai un quand même assez emblématique. On a mis en vente une maison à 45 millions d'euros à Paris, un hôtel particulier, rive droite. Volume somptueux, le propriétaire, la famille propriétaire était collectionneur d'art contemporain et on a vendu cette propriété, donc au-delà de 40 millions d'euros, en 6 semaines à des personnes originaires du Golfe. D'accord. Voilà. Bon, vous étiez venu l'année dernière nous annoncer un mouvement de départ vers l'étranger. Oui. Où en est-on aujourd'hui? Eh bien, ce mouvement continue. Il continue, mais là on est début novembre bon, il y a une échéance qui est toute bête, qui est celle du 31 décembre, puisque les gens qui vendent, pour beaucoup, ne souhaitent plus être résident fiscal français au 1er janvier. Donc, alors que ce mouvement avait l'air de se calmer un petit peu, là, on a effectivement fait pas mal de ventes de gens qui partent à l'étranger et qui souhaitent que la chose soit finalisée avant le 31 décembre. Que vous inspire d'ailleurs ce couple immobilier et fiscalité en France? Eh bien, écoutez, le marché immobilier a souffert dans un premier temps de tous ces départs. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a contribué sur le marché du très haut de gamme à faire baisser les prix, et c'est la baisse des prix qui a réalimenté, qui a remis de l'huile dans la machine, puisque les gens reviennent parce que les prix ont baissé. Les prix d'ailleurs ne vont plus baisser beaucoup. Donc c'est vrai que la fiscalité a un impact non négligeable sur les volumes, sur les prix. Sinon, les étrangers se rendent compte aujourd'hui que ce que certains ont appelé l'enfer fiscal français n'était pas pour eux, c'était pour les résidents français. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on voit revenir des étrangers. Puisque, effectivement, si vous n'avez pas d'activité en France, si vous n'avez pas de revenus en France, vous n'êtes pas concerné par les mesures fiscales. Ou très très peu. Alors, on ne vous a pas tellement entendu, je ne crois pas d'ailleurs là-dessus. Que vous inspirent justement les prochaines réformes qui devraient voir le jour sur le projet de loi Allure et notamment tout ce qui est encadrement des loyers? Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça va dans le bon sens? C'est le vieux débat. À chaque fois qu'on a voulu encadrer les loyers, ça a eu une conséquence, c'est que l'offre de biens locatifs s'est tarie. C'est clair que c'est pas en disant aux propriétaires on va baisser vos loyers, on va les contrôler, d'ailleurs on ne sait pas comment on va déterminer ce loyer médian, bon, vous allez payer plus d'impôts et puis vous allez payer plus d'honoraires aussi puisque les honoraires sont intégralement à la charge des propriétaires alors qu'auparavant ils étaient partagés. Bon, le rendement locatif est déjà un rendement relativement faible puisqu'à Paris un bien résidentiel de qualité rapporte brut de l'ordre de 3%. Donc si vous êtes dans une tranche maximale d'IRPP, il vous reste 1,2%. Si avec la CSG-CRDS, si vous payez l'ISF dans cette tranche-là, il ne vous reste plus rien et il y a l'inflation. Donc bon, c'est pas un placement spécialement grisant, en tout cas à Paris, et dans les biens de qualité. Et c'est clair qu'en plus, si on dit on va baisser les loyers, etc., les relations entre le locataire et les propriétaires vont être plus difficiles à gérer du côté du propriétaire. C'est clair qu'on a déjà beaucoup de gens qui nous disent qu'ils vont mettre leurs biens en vente, ça c'est clair. D'accord. Charles-Marie Jotras, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.